J'avais dit à une ou deux joueuses qui m'avaient chopé dans un couloir et qui m'avaient demandé, mais si on te demandait de revenir, tu reviendrais? Je leur avais dit, je traverserai tous les océans à la nage pour revenir vous entraîner. Ben moi, je suis un pur produit lorrain. Je suis de l'agglomération messine, de Montigny-les-Metz, exactement, au bord du canal. Et mes parents étaient professeurs d'éducation physique. Mon père est décédé assez jeune, mais il formait ce qu'on appelait les normaliens, il formait les instituteurs à l'éducation physique. Donc il avait un poste particulier, il était entraîneur de basket, d'athlétisme. Et ma mère était une prof de PS classique en lycée. Donc on a quand même baigné dans le tissu sportif. Disons que mes parents ont participé au lancement du sport après la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur la ville de Metz. Un peu turbulent, pas très travailleur à l'école, assez dynamique je pense. J'ai jamais vécu d'histoire d'amour avec l'école. Par l'UCEP, à l'école primaire, un instituteur qui nous a fait faire du handball et ça nous a plu tout de suite. En fait, on faisait de l'athlétisme. On était sur le stade avec notre père qui était entraîneur et puis on touchait un petit peu à tout. On faisait un peu de hauteur, on prenait un javelot, on lançait un javelot. Mes frères ont fait de la perche et moi, je m'étais un peu spécialisé dans les lancers, mais je n'étais pas très doué en athlétisme, bien moins doué que mes frères. Et quand on a joué avec le ballon, on s'est beaucoup plus amusé qu'autour du stade et on a vite changé. Et on était trois frères et on est partis tous les trois vers le handball. Et justement, qu'est-ce qui vous a vraiment plu, qui fait que vous y êtes resté Ben, on s'amuse. On s'amuse beaucoup moins sur le stade. En plus, l'entraînement d'athlétisme, alors quand il fait beau, c'est assez sympa. Mais en plein hiver, c'est beaucoup plus triste, beaucoup plus austère. Alors qu'un entraînement de handball, on s'amuse toujours. Il y a la balle, il y a des matchs, il y a des jeux, il y a des buts, des tirs. C'est 100 fois plus ludique. J'aimais bien le handball et je voulais continuer, mais j'avais des rêves très modestes en fait. Je rêvais de jouer dans mon club en équipe première, qui était à ce moment-là en National 2. Mais le handball était moins développé, le handball n'était pas professionnel, donc on ne se disait pas je vais faire carrière. J'ai fait partie par contre de la première génération d'élèves sport-études. Les sport-études se sont ouverts, les premières sport-études se sont ouvertes en 1974 et moi j'ai fait partie de la première promotion. Je suis parti à Bar-le-Duc, la sport-étude était à Bar-le-Duc et je crois que la première année il y en avait 2 ou 3 qui se sont ouverts en France. Alors moi, j'ai joué à tous les postes d'arrière. Je suis droitier. Donc, quand j'étais en pleine forme, je jouais arrière gauche. Quand j'étais un peu plus en difficulté et concurrencé par des partenaires, ça m'est arrivé de jouer à droite. Et puis, avec l'expérience, j'ai plutôt fini demi-centre. Mais j'étais bien meilleur défenseur qu'attaquant. J'ai une petite main, le ballon était gros, la colle était mauvaise en ce temps-là. Et je me débrouillais en attaque. Mais j'étais bien plus fort en défense. Je me souviens très bien une année, je crois que c'est l'année où on est monté en première division, avec mon club qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait le SMEC. Les dirigeants nous ont dit, il y a des impositions d'équipes de jeunes, de toute façon il y a des équipes de jeunes, il n'y a personne pour les entraîner. Donc nous on est prêts à vous laisser monter en première division, mais par contre il faut s'occuper des jeunes. Et donc, je me suis retrouvé à entraîner les jeunes garçons de mon club très rapidement. Je devais avoir maximum une vingtaine d'années. Et un peu la même question pour le hand, qu'est-ce qui vous a plu dans... Bah, je trouvais que c'était passionnant en fait de s'occuper des jeunes, de les faire progresser, d'essayer de gagner les matchs. En fait, on était des battants et des compétiteurs. Et j'avais la même âme de compétiteur sur le banc de touche. Donc j'aimais gagner les matchs, j'aimais entraîner, j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose. Bon, j'ai des gènes aussi, hein, mes parents étaient enseignants, donc ça s'est fait un peu naturellement. Ben, moi, je me suis beaucoup formé effectivement dans l'échange. Donc la Lorraine, c'est une terre de handball. Et c'est vrai que
il y a 40 ans. Il y avait de très bons entraîneurs en Lorraine et on cherchait vraiment à développer tout ce qui était tactique. Ah, on se moquait un peu des Parisiens, on disait les Parisiens, ils sont costauds mais ils ne savent pas jouer au handball, nous on sait jouer au handball. Et j'ai vécu ma jeunesse dans cette culture-là. Alors oui, les CTR du temps, il y avait Serge Aranda qui est resté en Lorraine, il y a eu aussi Rudy Bertsch qui ensuite a émigré à Chambéry, qui a été un très grand entraîneur du handball français, qui a formé beaucoup de joueurs et beaucoup d'internationaux à Chambéry dans la deuxième partie de sa carrière. J'ai eu la chance de côtoyer Daniel Costantini aussi. J'étais marqué par la carrière de Daniel, que ce soit dans le management, mais aussi dans la précision de ce qu'il proposait, dans sa capacité à parler du jeu, parler de la technique, parler de la tactique. Je trouve que la formation était bien plus pointue, bien plus précise. On développait le handball à ce moment-là. On était persuadé que ce qui était prioritaire, c'était de bien jouer au handball, de bien jouer tactiquement, d'avoir des principes de jeu. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus brouillon. Bien jouer, c'est faire en sorte que 1 plus 1, ça fasse plus que 2. Donc, c'est pas l'addition des qualités des unes et des autres, c'est d'essayer de faire une espèce de multiplication. C'est pas forcément évident, hein, parce que si vous regardez le PSG foot, ils sont même pas foutus de faire une addition. Donc 300 millions plus 300 millions plus 300 millions, ça fait toujours pas forcément gagner. Le sport co, c'est ça, c'est-à-dire que il suffit pas de monter sur le terrain pour que ça marche. Il faut avoir des accords spatio-temporels, et la tactique est importante. Moi, ce que je préfère dans le handball, c'est la tactique. Plus que j'aime bien aussi former les joueurs sur le plan technique, même si c'est de plus en plus difficile parce qu'on a de moins en moins de temps. Mais ouais, ce qui me branche, c'est manager et la tactique. Ça a été un long parcours. J'ai commencé à entraîner la SPTT Metz en 1986. On est devenu champion de France la 3e saison. Et depuis 1989, Metz a fait premier ou 2e. Donc on a construit, avec d'autres, la SPTT Metz et certainement le niveau de la SPTT Metz. En 1992, je suis passé en même temps entraîneur de France Junior, tout en restant entraîneur de Metz Handball. En 1995, on m'a interdit de faire les deux, donc j'ai choisi de garder France Junior. Et en 1998, on m'a enfin proposé l'équipe de France A, alors que j'avais été champion de France dès 1989 et que je pense que dès 89-90, j'aurais pu entraîner l'équipe de France A. Comment vous l'avez vécu alors ce moment, cette transition de France? Pas très bien. Au début, oui, quand on m'a proposé France Junior sur la première génération, qui était une génération fantastique, les 75-76, Léla Lejeune, Duchman, Sandrine Mario-Delers, Valérie Nicolas, pour citer qu'elle. Et là, j'ai vraiment adoré travailler avec ce collectif. On a fait 5e du mondial junior. Ça ne paraît pas grand-chose aujourd'hui, mais il faut voir qu'en ce temps-là, il y avait des équipes qui nous étaient bien supérieures. Les Nordiques étaient déjà là. Les Russes, les Ukrainiens étaient à un niveau bien supérieur que nous. Donc, par contre, en 1995, j'avais le secret espoir de passer directement avec cette génération sur la A, et ça ne s'est pas fait. Donc, de 95 à 98, j'ai eu l'impression un peu de traverser le désert. Les résultats sont arrivés très très vite, trop vite peut-être, parce que c'est vrai que dès la première compétition ensemble, on a fait vice-champion du monde. En plus, on a fait vice-champion du monde en Norvège, en jouant à la Norvège, à Lillehammer, une salle de, je ne sais plus, 12 000 ou 14 000 personnes, une salle pleine, on a failli gagner. On les a poussés en double prolongation, on a eu les balles pour gagner, et dans le temps réglementaire et dans les prolongations. Mais déjà, ce résultat de vice-champion du monde qualifié pour les JO, ça nous a vraiment propulsés sur le devant de la scène. Et franchement, on n'était pas prêts. C'est pour ça qu'on s'est cassé la figure aussi à Sydney, parce qu'on n'était pas prêt à assumer un statut de leader dans le contexte international. Et il a fallu du temps pour rééquilibrer tout ça. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu peut-être un peu de mal à renouveler entre cette finale de 99 et jusqu'à 2008. On a un peu vécu sur la même génération avec quelques apports.
Mais ça n'a pas toujours été facile. Et notamment le mondial 2007 en France et l'échec du mondial 2007 en France, ça a été terrible. Je pense que ce qui fait beaucoup les résultats, c'est que ça reste la qualité des joueuses. On peut dire ce qu'on veut. Les filles qui ont été championnes du monde en 2003, c'était des filles qui étaient très fortes mentalement. Mais on avait aussi des lacunes. On avait beaucoup plus de lacunes qu'aujourd'hui. Et nos joueuses étaient moins installées dans le contexte international, donc moins en confiance et moins fortes individuellement, il faut le dire, moins fortes, techniquement surtout. Ce qui fait qu'on n'était pas, en termes de potentiel, pour moi, on ne faisait pas forcément tout le temps partie des meilleurs. Ben, forcément pas bien. Forcément pas bien parce que je pense que j'ai pas vu le coup arriver, alors que la balle était partie depuis un bon moment, donc j'étais un peu naïf. Je pensais que si on se qualifiait contre la Croatie, je pensais deux choses à ce moment-là. D'abord, je pensais qu'on allait continuer à me faire confiance, et je pensais que le désespoir de la défaite des Jeux Olympiques de Londres était définitivement derrière nous. Donc j'étais persuadé, juste à la fin de ce match-là, que c'était reparti et qu'on allait faire des résultats et des bons résultats, parce qu'on avait, avec cette génération, on avait fait 2 fois vice-champion du monde. Je pensais aussi que ces 2 finales de championnat du monde sur les 2 derniers championnats du monde allaient me protéger et me permettre de conserver mon statut. Donc oui, je l'ai pas bien vécu, ça n'a pas été fait de manière très adroite non plus. Voilà, je crois que j'ai fait preuve de naïveté. Ce qui m'ennuie beaucoup dans cette affaire, c'est que je pense qu'on aurait eu des résultats et que j'avais commencé à faire évoluer sérieusement le coaching. Londres a été très difficile à gérer. Derrière, on a eu un championnat d'Europe où on n'était pas au complet. Amandine Leno s'était blessée. On a essayé absolument de faire un résultat pour rattraper le résultat de Londres et on n'en était pas capable. Donc on a rajouté, en fait, on a rajouté de la pénibilité alors qu'on aurait mieux fait d'essayer de se reconstruire et de ne pas viser forcément un résultat alors qu'on n'en était pas capable. Mais à partir de janvier 2013, j'ai senti qu'il fallait vraiment faire évoluer le coaching, qu'il était un peu... Alors le terme que j'utilise en ce moment, il était abrasif. Vous savez, quand vous frottez avec du papier de verre, si vous frottez avec du papier de verre sur la peau humaine, ça finit par faire quelque chose... vous êtes à vif. Donc... mais je crois que c'était un peu ça le coaching aussi, quand on fait référence au coaching de Daniel, hein, qui a été un exemple pour nous tous. Daniel aussi, il avait un peu les joueurs au bout de la pique. Il n'avait pas peur des fois de leur dire quelque chose qui était un peu vexatoire pour les faire se rebeller. Et on a vécu un petit peu dans ce coaching, mais qui au fur et à mesure est devenu dépassé et aujourd'hui est complètement dépassé. Et comment vous en étiez arrivé à cette conclusion que c'était dépassé? Parce qu'il y avait trop de réunions, trop d'engueulades, trop de souffrances, et que plus c'était dur, plus on essayait de travailler, plus on essayait de mettre de la tension et de la pression, et ça devenait complètement contre-productif. Donc c'était beaucoup trop prise de tête en fait. Et du coup, donc vous avez dit, vous avez fait évoluer. Ben, je pense déjà tout simplement vers plus de bienveillance, vers plus de patience, vers plus de collaboration, vers plus d'écoute. Et l'idée aussi qu'à vouloir être trop décisif, là je parle à titre personnel, à vouloir être trop décisif, on finit par obtenir l'inverse de ce qu'on espère, parce que ça reste les joueuses qui font à 90% le résultat. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que des fois, on trouve extrêmement injuste d'être mis au pilori quand le résultat n'est pas bon, parce que vous n'avez pas joué. Bon, vous avez l'impression que vous avez fait le métier, comme on dit, vous avez fait le taf. Que peut-être les joueuses n'ont pas été très bonnes, ou que peut-être le potentiel des joueuses n'était pas à la hauteur des espérances et de l'objectif, et boum, on vous tombe dessus et vous êtes là pour... en fait, vous êtes le consommable, l'entraîneur, de plus en plus dans le sport de haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de participer à 2 dossiers passionnants.
Le premier, c'est l'organisation du mondial 2017 hommes, dans lequel j'étais directeur de la compétition. Donc je travaillais avec des jeunes qui adoraient le sport, qui étaient des jeunes diplômés, mais qui ne connaissaient rien à un championnat du monde de handball. Donc on a été très complémentaires en fait. Et j'ai eu cette chance de continuer à travailler avec des jeunes. Et des jeunes passionnés par le sport, qui se levaient le matin en pensant qu'à ce mondial et à tout ce qu'on pouvait faire dans ce mondial. Le deuxième projet auquel j'ai participé, c'est la construction de la maison du handball. Et je pense que la fédération a été très judicieuse de faire participer les techniciens dès le début. Parce que quand les plans sont lancés, si on vous demande dans quelle couleur on va peindre les vestiaires, ça ne va pas amener grand-chose. Mais dans la conception de la maison du handball, on a participé et on a mis le jeu, la technique, l'entraînement, les équipes de France au centre du dispositif. Ce qui nous a permis de construire un outil qui est vraiment opérationnel. Je l'ai appris par le président. J'étais justement à une réunion pour le mondial 2017. Il m'a appelé, mais je savais que ça allait mal. Je savais que ça allait mal et que Alain Porte était très contesté à l'intérieur de l'équipe. Et qu'il était, je pense, arrivé à un point de rupture avec ses joueuses. Donc je savais que ça allait changer. Mais je ne savais pas ce qui allait vraiment arriver, d'autant plus qu'à un moment donné, la fédération a confirmé Alain Porte. Et puis ensuite est revenu sur sa décision. Mais je savais que de toute façon, la coopération entre Alain et les joueuses ne pouvait plus continuer. Quand on vous a demandé, est-ce que c'était pour vous une évidence ou il y a eu une réflexion de... Non, pour moi, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai des amis qui m'ont dit n'y va pas, n'y retourne pas, avec ce qu'ils t'ont fait, etc., etc. Mais j'avais dit à une ou deux joueuses qui m'avaient chopé dans un couloir et qui m'avaient demandé, mais si on te demandait de revenir, tu reviendrais. Je leur avais dit, je traverserais tous les océans à la nage pour revenir vous entraîner. Donc ça montre mon état d'esprit. Effectivement, ça me manquait. J'ai toujours cru au potentiel de cette équipe et ouais, j'ai replongé sans hésiter. Et l'avenir vous a donné raison. Et est-ce que vous êtes revenu? Oui, un esprit un peu revanchard, oui, mais alors à la fois revanchard, mais à la fois aussi relativement apaisé. Je m'amusais à dire en ce temps-là, je suis mort une fois, je ne peux pas mourir une deuxième fois. Donc, fort de l'expérience de 2013, je me suis dit, prends du plaisir, fais tout ce que tu peux là sur les compétitions à venir. Et après, ne te fais pas d'illusions, calcule pas, quoi. Parce que j'avais tellement calculé en 2013 qu'au travers de tout ce que j'avais pu faire avec l'équipe de France, j'étais un peu propriétaire de la place. Je suis revenu en me disant que j'étais pas propriétaire de la place, que j'étais là pour les aider dans leurs projets, pour apporter mes compétences, mais aussi pour rester complètement à ma place. L'Euro 18, c'est extraordinaire parce que dans ma carrière, j'ai joué 2 fois à Bercy. La première fois, comme je l'ai dit, c'est sur ce quart de finale contre la Roumanie en 2007 dans le mondial et on perd en double prolongation, alors que Bercy était plein. Et la deuxième fois, c'est sur ces demi-finales et finales de l'Euro. Les garçons avaient gagné 1 an et demi auparavant. Donc, il fallait faire quelque chose. C'était qualificatif pour les JO. Donc, je savais que si on faisait un grand résultat sur cette compétition, si on gagnait, j'avais bouclé quelque chose. J'avais bouclé quelque chose parce que ça qualifiait l'équipe de France pour les JO de 2020. On savait déjà qu'on serait qualifié pour 2024. Et j'ai plein d'amis qui m'ont dit aussi à ce moment-là, tu es champion du monde, champion d'Europe, tu as qualifié pour l'équipe pour les JO, arrête maintenant. Arrête maintenant. Mais ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit. En fait, l'état d'esprit, c'est que je travaille. Ça, c'est la première chose, je travaille. Je fais partie des personnes de cette équipe qui savent qu'on peut faire quelque chose de grand, mais savent aussi qu'on peut se casser la figure. Alors qu'il y a d'autres joueuses qui ont tellement de conviction qu'on va le faire que pour elles, c'est impossible de ne pas faire un grand résultat.
C'est pour ça que par moments, il y a de la tension entre nous. Parce que ces filles qui ont une ambition très haute et une conviction extrêmement haute, quand notre niveau de jeu il est là, ça devient très compliqué. Très très compliqué pour elles, ça les met en très grande tension. Et là, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on a fait. Et je leur ai donné comme image, quand on a une conviction, une ambition ici et qu'on a des résultats ici, dans la vie normale, il faut ramener ici l'ambition pour ne pas exploser. Mais comme vous êtes des championnes, vous allez élever le niveau de réalité de vos performances à ce niveau pour pouvoir prétendre et assouvir votre ambition et votre conviction. Et ça, elles l'ont très bien fait. Elles l'ont très bien fait. Parce que ce qui caractérise cette équipe, c'est les différences de niveau de jeu. Alors toutes les équipes ont des différences de niveau de jeu. Parce que si vous regardez par exemple la Suède, au début des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire ce qu'elles font. Et après, elles ont piqué du nez. Regardez les Russes, bon, en demi-finale, font une très grande demi-finale contre les Norvégiens et on les fait déjouer complètement sur la finale. Mais nous, c'est un peu une marque de fabrique. Alors ce que je me dis toujours, c'est que tant qu'on est vivant, même si on a un niveau de jeu qui est très loin des meilleurs, on peut quand même gagner. Et ça habite, à mon avis, l'ensemble du collectif. On sait que tant qu'on n'est pas mort, on peut renverser la situation. Et pour rester sur les JO, vous avez dit... C'est pas une histoire de doute. C'est pas une histoire de doute. En fait, il n'y a pas de doute parce que le sentiment de doute, c'est pas ça qui nous anime parce que derrière le mot doute, il y a une notion de stress en fait. Quand on doute, on stresse. Moi, je ne stresse pas par le fait que peut-être on ne va pas faire un grand résultat. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que j'ai de l'humilité et j'ai du respect pour les adversaires et je suis en paix avec moi-même. Alors je fais tout pour obtenir un résultat, mais le jour où il n'y a pas de résultat, je fais mon autocritique comme toute personne du staff, mais je cherche à évacuer les sentiments de doute, d'angoisse et de culpabilité. Voilà. Donc, je bosse. Je sais qu'il y a des adversaires qui sont très forts. En plus, là, sur les JO, on avait quand même rencontré beaucoup de problèmes. Mais d'un autre côté, à titre personnel, je m'étais vraiment projeté sur l'idée que la poule allait être très difficile. Et donc, je n'étais pas étonné. Je n'étais pas étonné qu'on soit en difficulté dans cette poule. Et d'ailleurs, on a fait une mauvaise deuxième mi-temps contre l'Espagne, très mauvaise, ok. Mais à part ça, l'équipe, même si on n'a pas tout gagné, l'équipe a gagné le premier match, c'était important contre la Hongrie. On a joué la Suède qui est en pleine bourre, on a fait match nul, on a raté le dernier pénalty pour gagner. Et bon, les Russes qui étaient en pleine bourre, on a perdu d'un but, on a eu la balle pour revenir à 40 secondes. Quand on tient les Russes, quand on tient les meilleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est anormal ou on joue mal? Il y a un mauvais mouvement dans le handball français de considérer que les équipes de France doivent toujours gagner. Ça franchement, ça met de la pression sur tout le monde et ce n'est pas une bonne idée. Et c'est ce qu'il faut développer et c'est pour ça qu'il faut que la Fédération française grandisse. Parce qu'on a l'impression que si tout d'un coup les équipes de France n'ont plus de grands résultats, bah, la progression de la fédération va s'arrêter. La fédération de football, elle ne s'arrête pas quand il y a des mauvais résultats. Hein. Il n'y a pas un sponsor qui s'en va, ça reste costaud et voilà. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à installer. Et profiter des bons résultats, mais aussi rester stable et rester serein quand les résultats sont moins bons. Bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis très fier de ce parcours. Et en fait, c'est très apaisant parce qu'il y a toujours on est très critiqué en fait quand on est à cette place-là. On est très critiqué et très jalousé. Ça, faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut être quand même costaud dans sa tête pour pouvoir faire ce type de carrière aussi longtemps. Donc c'est l'apaisement parce que j'avais un compte à régler avec les Jeux Olympiques depuis longtemps. Quand même pas oublier que les 4 premiers Jeux Olympiques, on n'a pas fait de médaille. Et que l'échec aux Jeux de Londres m'a coûté ma place. Parce qu'il y a eu, à mon avis, chez certains dirigeants français, l'idée que
que j'avais un problème avec les jeux, quoi, que je ne savais pas préparer l'équipe pour les jeux. Donc de faire déjà l'argent à Rio et puis de faire l'or et la médaille qui me manquait, mais qui manquait aussi et surtout aux joueuses. J'ai pensé aux joueuses elles sont incroyables. Elles sont incroyables parce qu'à un moment donné, elles disent ce qu'elles vont faire et elles font. Des fois, nous, on espère, mais on sait que ça ne sera pas forcément accompli. Mais elles, c'est comme si ça avait été programmé dans leur tête. Hein. Il nous manque l'or aux Jeux Olympiques. On a fait l'or au Championnat d'Europe. On a fait l'or au Championnat du Monde. Bah, on va aller gagner l'or à Tokyo. Voilà. Et je suis très content pour les joueuses. Très, très content. Je pense à 2 joueuses en particulier. Je pense à Amandine, qui est une fille extraordinaire, avec une carrière extraordinaire, qui a beaucoup, beaucoup œuvré sur le terrain et en dehors sur cette compétition pour apporter son expérience, sa sagesse au groupe. Et puis j'ai un regard très attendri sur la médaille de Blandine Dansette. Blandine Dansette, quand j'étais pas en équipe de France, elle n'était pas en équipe de France. Donc on a une carrière qui est très liée. C'est peut-être une joueuse un petit peu atypique, mais tellement précieuse dans le collectif, avec des points très très forts comme la défense, d'avoir pu l'amener dans cette aventure et qu'elle ressorte avec la médaille d'or, ça c'est extraordinaire. Et Blandine a fait partie de ces 2-3 remplaçants qui ont stabilisé le groupe. D'autant plus que pour certains remplaçants, ils étaient à l'extérieur du village et c'était très très dur. C'est très compliqué les Jeux Olympiques, c'est trop compliqué d'ailleurs. Vous avez le droit de vous entraîner, vous n'avez pas le droit d'aller au match, vous avez le droit de rentrer dans le village, mais vous n'avez pas le droit d'aller aux entraînements. Les règles sont complètement aberrantes pour ces 2-3 remplaçants. Donc elle a tenu le choc, Blandine, elle a bien stabilisé le bateau et elle part avec la médaille d'or, ça c'est super. Bah déjà, qu'il faut construire une équipe qui sera solide défensivement et offensivement. Parce que c'est vrai que j'ai la sensation que certains entraîneurs se sont un peu perdus par rapport à ça et pensent surtout à construire une équipe très performante offensivement. Alors que l'on sait très bien que dans le sport co de très haut niveau, dans la très haute performance, c'est la défense qui va faire la différence. Tous les grands coachs s'appuient sur une grande défense. Donc construire à la fois une attaque solide et une défense solide, et ensuite travailler sur la complémentarité et être très très vigilant sur les personnalités, notamment des joueuses qui risquent de peu jouer. C'est pas facile, tout le monde n'a pas la capacité à participer à une compétition où on est remplaçant, alors soit parce qu'on est 17e, soit parce qu'on est sur le banc de touche tout le temps, on est 16e, mais on rentre jamais. Ce qui arrive peu avec moi, parce que j'essaye d'utiliser justement tout le monde et de maintenir tout le monde dans une bonne dynamique, ça me semble très important. Donc on réfléchit par rapport à cette complémentarité. Après aussi, on a quand même toujours à l'esprit qu'on est dans un instant T, mais aussi qu'on travaille pour T+1, T+2, T+3, puisque l'objectif toujours suprême dans une Olympiade, ce sont les Jeux Olympiques. Et à partir de ce moment-là, on travaille quand même pour avoir une équipe performante dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ce qui veut dire que des fois, à valeur égale, on va préférer continuer à faire progresser une jeune et que peut-être on se dit que l'ancienne, dans 2 ou 3 ans, elle aura régressé. Donc on peut faire un choix. C'est des choix très difficiles. Parce que quand on écarte une ancienne, elle le vit souvent très très mal. C'est l'un des points les plus difficiles du métier. Et être coach, c'est un rôle où il faut être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas capable de faire face aux tensions, aux conflits, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. On fait tout pour désamorcer le conflit. Tout. On est bienveillant, on explique, mais sans se justifier. Parce que le coach, il n'a pas à se justifier. Par contre, il peut apporter un certain nombre d'explications qui vont apaiser. Après, quand ça se passe mal, eh bien tant pis. C'est malheureux,
mais c'est comme ça. Il y a des joueuses qui m'en veulent encore aujourd'hui, d'éviction il y a des années et des années. J'essaye moi de rester, pas forcément au contact, mais de rester bienveillant, mais des fois c'est définitif. Alors, le capitana, c'est quelque chose qui est très particulier, qui peut se décliner de manière très personnelle, d'abord dans la vision que le coach a du rôle de capitaine, et ensuite la façon dont la joueuse va exercer son rôle de capitaine. Ça, c'est deux choses qui sont très... Pour moi, ce qui me semble prioritaire, c'est que ça soit quelqu'un d'ouvert, de bienveillant, à l'écoute des autres, courageux pour venir voir le coach, pour être un relais par rapport à... Donc ça me semble ça qui est le plus important. Par contre, une autorité peut-être, mais une autorité naturelle et une autorité bienveillante. Parce que quand il faut faire preuve d'autorité, quand il faut être coercitif, c'est au coach de le faire, c'est pas à la capitaine, pour moi. Donc je sais qu'il y a des coachs qui donnent beaucoup de responsabilités à leur capitaine. Peut-être trop d'ailleurs, peut-être trop. Mais c'est ma vision des choses. Donc plutôt quelqu'un d'ouvert, bienveillant, tourné vers les autres, avec de l'empathie. De toute façon, que ce soit l'adjoint ou toutes les personnes du staff, le choix est capital. Le choix est aussi important que le choix des joueuses. Parce que souvent, il est moins évident. Tout le monde voit les matchs de championnat, tout le monde est capable d'évaluer à peu près la valeur des joueuses françaises, et on va dire qu'à 85%, les gens qui suivent le handball féminin feraient la même sélection, 85-90%. Nous, on a une petite touche personnelle. Pour le staff, c'est différent. Pour le staff, il faut chercher, il faut aller chercher des compétences. Il faut des personnes compétentes, travailleuses, et des personnes stables, qui vont apporter de la stabilité. Donc quand on a ces trois qualités-là, on peut rentrer dans ce staff. Mais le staff de l'équipe de France féminine est exceptionnel. Exceptionnel. J'espère que les joueuses s'en rendent compte, et que peut-être elles s'en rendront encore plus compte plus tard. Mais elles ont un staff exceptionnel. Grand débat. D'abord, le temps mort, on peut le prendre pour des raisons très différentes. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que la vision des gens, elle est parcellaire et ne prennent pas en compte la complexité du jeu. Parce que on peut effectivement, alors le plus classique, on prend son temps mort pour casser une dynamique négative. Hein, tout le monde interprète l'utilisation du temps mort uniquement comme ça. Vous êtes mené, ou alors vous avez mené, l'adversaire est revenu, donc vous prenez le temps mort pour casser la dynamique de l'adversaire en donnant des consignes, en mettant un arrêt dans un jeu. Ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, c'est pour faire des changements tactiques que vous avez besoin d'expliciter à votre équipe. Vous ne pouvez pas expliciter, notamment dans les salles bruyantes, à celle qui est encore sur le terrain, à celle qui va rentrer. Donc vous réunissez tout le monde et vous dites, bon, on va changer de défense, on change de forme de jeu en attaque, voilà, on change la base arrière, et à travers des spécificités des joueuses qui rentrent, on fait ça, ça, ça. Donc temps mort purement tactique. Après, vous pouvez avoir un temps mort purement physiologique. C'est-à-dire que vous êtes dans un match où ça bastonne, où il y a une très haute intensité. Par exemple, vous jouez la Norvège, et vous êtes sur un match à un rythme très élevé, et là, vous sentez que vous êtes au bord de la rupture. Prenez un temps mort parce que vous connaissez vos joueuses, et vous savez, au niveau physiologique, quand vous êtes monté à 200, 220, le fait que le cœur descende, le rythme cardiaque descende, c'est ce qu'on appelle le freinage. Et comme vous savez que vos joueuses ont un freinage exceptionnel, c'est ça les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils redescendent très vite, la minute que vous allez leur accorder est une minute qui est très importante. Après, dans la vision du temps mort, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent peu. Moi, je suis un coach qui parle plutôt peu. Parce que je ne suis pas du tout convaincu qu'une joueuse qui arrive justement à 200, 220 pulsations cardiaques, elle soit capable d'enregistrer 5, 6, 7, 8 consignes
non seulement les enregistrer, mais après les appliquer sur le terrain. Je parle peu aussi parce que je veux qu'il y ait des silences dans lesquels les joueuses peuvent s'engouffrer pour prendre la parole. Parce que je pense que c'est normal que le coach parle dans un temps mort, mais c'est aussi assez logique et normal que les joueuses parlent et aient envie de se dire des choses entre elles. D'autant plus que bon, le public va revenir. Là, on a vécu quand même 18 mois dans un contexte très particulier, mais le public va revenir. Et dans les salles, on n'arrive plus à communiquer. Même des fois dans le temps mort, il y a tellement de bruit qu'on a du mal à communiquer entre nous alors qu'on se fait presque la bise, quoi. On est presque les uns à côté des autres. Donc la communication, le temps mort, c'est un moment où on peut communiquer, mais c'est un moment aussi où on peut récupérer. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai pris un temps mort, j'étais fortement critiqué aux Jeux Olympiques parce que j'ai pris un temps mort à un moment où on était dans une dynamique, on était en train d'aggraver le score, mais sauf que les 2 matchs d'avant, on avait fait une progression comme ça et une chute derrière. Donc moi, j'avais l'impression qu'on était là et j'ai voulu alerter mes joueuses pour leur dire « Attention les filles, on ne refait pas l'erreur qu'on a faite 2 fois ». Eh bien, un peu le même état d'esprit que sur les temps morts. À savoir donner des consignes, oui, mais pas en donner forcément trop. D'abord, ne pas parler tout de suite, permettre aux joueuses de récupérer, de boire. Aussi qu'il y en ait une ou deux qui arrivent peut-être un petit peu en retard. Voilà, donc il y a une ou 2 minutes de battement où elles peuvent dans ce moment-là déjà commencer à échanger entre elles, mais où on se pose, on récupère, on boit, et après, il y a une phase où on refait du tableau noir, hein, on refait du tableau tactique, sur les constats qu'on a pu faire en première mi-temps, et ensuite sur les projections qu'on peut faire sur la deuxième mi-temps. La plupart du temps, les filles reprennent la parole, et là, se redisent un certain nombre de choses, et puis ça finit souvent sur un vestiaire qui se remotive, où on s'harangue, où on se remet de la pression, mais une pression positive. Voilà. On fait remonter la pression. Ben, ça joue de mieux en mieux. Ça joue de mieux en mieux. Les filles sont de plus en plus fortes individuellement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'évolution tactique. Je pense que l'évolution vient de la progression physique et technique. Ça leur donne beaucoup de capacités dans le jeu. Bah, le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle la dextérité motrice et les capacités de dissociation. Avant, attraper un ballon qui venait de 30 mètres comme ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, elles sont complètement déliées à jouer à une main, elles attrapent de la main gauche. Elles ont vraiment beaucoup progressé et elles vont de plus en plus vite et elles tirent de plus en plus fort aussi. Ce qui fait que il y a quand même, s'il y a une évolution, souvent je pense que c'est l'évolution défensive qui est la plus importante. Il y a une évolution offensive, mais qui est liée justement à l'évolution défensive. Et il faut toujours faire évoluer la défense parce que les attaquants étant de plus en plus forts, si vous subissez l'idée que la défense c'est attaquer l'attaque, c'est une idée où on a été précurseurs, nous, clairement. La France, hein, je ne dis pas que moi, hein, le premier qui a attaqué l'attaque, hein, c'est Jackson Richardson. Mais on fait école. On fait école et aujourd'hui, les défenses sont de plus en plus étagées, de plus en plus entreprenantes. Et ça va continuer à évoluer. Et c'est ce qui va faire évoluer l'attaque. Bah, il y a des axes de progrès, il y a des axes de vigilance surtout. C'est-à-dire que si le handball féminin ne veut pas s'autodétruire, il faudrait qu'on regarde sérieusement le nombre de matchs que joue une joueuse dans une saison et se rendre compte qu'aujourd'hui, on est arrivé au point de rupture et que si on ne redescend pas le nombre de matchs, on ne réorganise pas la saison des joueuses, on va au-devant de très gros problèmes. De plus en plus de blessures, des burn-out, des filles qui arrêtent à 27, 28 ans, là où logiquement elles pourraient continuer jusqu'à 35 ans.
des filles qui arrêtent parce qu'elles ont des pathologies définitives avérées. Donc je pense à Pérédéry par exemple, une fille qui n'est pas vieille et qui arrête le handball tellement elle a mal au genou. Donc ça c'est déjà les points de vigilance. Après, le handball, il a juste besoin d'être diffusé, le handball féminin. C'est un sport magnifique, c'est un sport qui va vite, c'est un sport qui est spectaculaire. De plus en plus de gens qui me disent je préfère voir les matchs des filles que les matchs des garçons. Parce que c'est moins puissant, c'est moins violent, les chocs sont moins violents, c'est un peu plus esthétique. Donc il faut continuer dans cette voie. Maintenant, une joueuse ne peut pas faire du spectacle 85 fois dans l'année. Pas sur un sport avec autant de contacts. Forcément, j'y pense par moment. Mais tout est possible. Tout est possible. C'est un milieu qui est passionnant, mais qui est très dur. Je ne suis pas sûr que je resterai dedans, je vous le dis franchement. Ça dépendra de pas mal de choses. Peut-être je resterai dedans, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que je pense que j'ai des compétences pour œuvrer dans le handball, mais je ne le ferai pas à n'importe quelle place. Alors, sur les mots, un match inoubliable, c'est forcément la finale de 2003. Forcément. Parce que, d'abord, c'est le premier titre. Et ensuite, c'est le scénario le plus extravagant que j'ai jamais vu. Remonter 7 buts en 7 minutes, dans les conditions dans lesquelles on jouait, alors qu'on était dominé, alors qu'on jouait à l'extérieur, parce qu'il n'y avait que des Hongrois dans cette salle croate à Zagreb. Et croyez-moi, des Hongrois motivés qui hurlaient avec un certain nombre torse nu. C'était vraiment une ambiance hostile. Et réussir à revenir et gagner en prolongation, faire cet événement exceptionnel, le match inoubliable, c'est celui-là.